Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, bilan carbone, passe carbone, Davos, Klaus Schwab, vous l'avez compris. On va en parler bien entendu avec Thibaut Carlierzin, il est spécialiste en intelligence économique, consultant et surtout cofondateur du site Davocratie. Et il connaît bien les rouages et les articulations de ce petit monde opaque fait de collusions, d'intérêts, d'objectifs cachés qui ont la main mise sur bien des politiques nationales. Et en fait, rien ne semble se faire sans eux. Thibaut Carlierzin, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, c'est très bien, merci à vous. Je suis en pleine forme, mais surtout, on va vous recevoir pour que vous puissiez nous éclairer, parce que votre site Davocratie a fait, j'ai envie de dire, une enquête, un très large, plusieurs articles en plusieurs parties sur ce sujet-là. Finalement, comment ça se prépare, ce type d'enquête, Thibaut Carlierzin, pour bien comprendre quelles sont les collusions sur ce grand thème du passe carbone et du bilan carbone ? Alors initialement, c'est pour la branche européenne du Rassemblement national, qui était curieux de connaître un petit peu les dessous du passe carbone. Ils m'ont confié une étude sur le sujet. Donc j'ai réalisé les points que j'ai abordés, que j'ai reconstitués sous forme de dossier, reprennent certains points de l'enquête, pas tous évidemment, puisque non financés, donc par respect du client, ce qui est au client reste au client. Mais j'ai continué à fouiller, j'ai synthétisé d'autres choses, et vous prenez par exemple les deux dernières parties qui sont Bienvenue à Sustainia ou celles sur le Carbon Coin, celles-là sont complètement inédites. D'accord, oui, donc c'est une enquête qui a été faite pour le RN. Et une question comme ça, qu'est-ce qui intéressait le RN là-dessus sur cette... C'est les dangers de l'implémentation du passe carbone. Ouais. Fait qu'on commence de plus en plus à en parler, et puis ils comprennent bien la lame de fond qui est derrière. Ils connaissent très bien le forum de Davos, et voilà, l'idée c'était de fouiller un petit peu, puisqu'en fait c'est multi, en fait, ça avance de partout. C'est-à-dire il y a l'Union européenne, il y a Jean-Marc Jancovici qui met en avant. On voit qu'il y a le WWF qui est une ONG de référence, qui est un des bras armés de Davos. Et puis il y a Davos lui-même. Donc moi j'avais découvert cette histoire de Carbon Coin, de passe carbone. Aussi quand Davos parlait du Carbon Coin, puisque peut-être que les gens ne le savent pas, mais il y a eu le livre The Great Reset du duo Schwab et Malray. Oui. Un an après, ils ont récidivé avec The Great Narrative. Donc vous pouvez appeler ça la grande narration ou le grand récit. En fait, c'est du storytelling, ils le disent eux-mêmes. Et dedans, ils mettaient en avant ce qu'ils appellent un carbon coin. C'est-à-dire, ils avaient une proposition de verdir le système financier. C'était d'utiliser ce qu'ils appellent le carbon quantitative easing, donc la planche à billets carbone. Oui. Et de promulguer un carbon coin. Et ils s'appuyaient en fait sur un roman qui s'appelle The Ministry for the Future, donc le ministère pour l'avenir, de quelqu'un qui s'appelle Kim Stanley Robinson. Mais Robinson lui-même, il s'inspirait de la personne qui a inventé cette idée de carbon coin. Donc une espèce de monnaie digitale, les CBDC dont parle beaucoup Marc-Gabriel Draghi, et cette idée d'un carbon coin, donc une monnaie numérique adossée au carbone mondial, elle a été donc créée par quelqu'un qui s'appelle Delton Chen, et c'est là que c'est très intéressant, puisque Delton Chen a créé un organe qui s'appelle le Global Carbon Reward, mais surtout ce que révèle son profil LinkedIn, c'est qu'il est membre du Climate Reality Project d'Al Gore. Al Gore est membre du directoire de Davos, et il est membre aussi d'une autre organisation dont fait partie quelqu'un qui s'appelle Paul Hawken, et Hawken est directement affilié à Davos, il est même responsable d'un des programmes de Davos. Donc c'est déjà, je les trouve déjà derrière. En plus de ça, j'avais trouvé pendant ce dossier pour le RN une promotion de l'écotourisme, excusez-moi, une promotion de l'écotourisme dans un article sur un site, et cet article était écrit par une organisation qui s'appelle Sustainia. Donc avant elle avait un autre nom, mais je vais pas trop m'étendre là-dessus pour cette émission. Mais Sustainia en fait c'était le nouveau nom, et ça a été créé par une Young Global Leader de Davos qui met en avant l'idée d'un passe carbone pour l'écotourisme en Chine. Ça a été fait par la Banque asiatique de développement. Donc en fait tous les chemins mènent à Davos. Et voilà, ensuite vous avez d'autres points. Donc l'Union européenne, c'est une espèce de succursale de Davos. Je rappelle que Ursula von der Leyen, quand elle parlait du pacte vert pour l'Europe, dans son discours à Davos, c'était en 2020 ou 2021, 2021 il me semble, elle félicitait Klaus Schwab pour le Great Reset. Elle a dit que c'était vraiment une inspiration pour le pacte vert pour l'Europe. Et à la fin du discours, où elle déclinait un petit peu le fonctionnement du pacte vert pour l'Europe, Schwab a dit, vous voyez, chère Ursula, puisque Ursula von der Leyen est une ancienne du conseil d'administration de Davos, faut s'en rappeler aussi, de 2016 à 2019. Schwab a dit, vous voyez, quand les gens comprennent pas de quoi je parle en parlant de Great Reset, je leur dirai d'écouter le discours que vous avez tenu aujourd'hui.
D'accord. Oui, en fait, Thibaut, c'est une petite famille, tout ça, hein? On est d'accord? Ouais, on reste entre soi, ouais. Ouais. Et ces infos, alors vous êtes un spécialiste là-dessus, vous savez où les trouver. Mais j'ai envie de vous dire, tout le monde aujourd'hui peut trouver ces informations. Vous parliez d'ailleurs LinkedIn, ce réseau social plutôt tourné vers les cadres et vers les CSP+. Mais finalement, quand on commence à chercher, à cliquer et à faire une dizaine de pages, on arrive à reconstituer, bien entendu, ces collusions, non, entre eux. Ouais, faut accepter d'avoir une cinquantaine d'onglets ouverts sur Internet quand on travaille, et puis à la fin, en fait, ça devient facile. Ouais. Enfin, ça facile pour moi, mais pour les gens Oui, qui pour vous, oui. ont l'habitude de faire de la recherche, en fait, ça devient de plus en plus facile. Hmm. Voilà. Ouais, donc la question, c'est qu'ils se cachent pas, en fait. C'est ça. Non, c'est discret, mais c'est pas secret. C'est discret, mais c'est pas secret. Par exemple, un exemple encore plus récent, on se dit, oui, avec l'histoire du Covid, on les a battus, ils reculent. Non, ils reculent pas du tout. Ils avancent très bien, puisque l'idée, c'est vraiment de réussir ce qu'ils appellent l'agenda 2030, qui est la suite de l'agenda 21, qui est adossé à un texte philosophique, pseudo-philosophique, qui s'appelle la Charte de la Terre, qui a été coécrit par le mentor de Klaus Schwab, qui s'appelle Maurice Strong, en collaboration avec Steven Rockefeller, Mikhail Gorbatchev, et puis d'autres personnes. Il y a par exemple Pierre Calam. Pierre Calam, il est très très méconnu. Il est président d'honneur de la fondation Charles Léopold Meyer, une fondation suisse que certains connaissent peut-être. Et surtout, il a été l'instigateur d'une coalition qui s'appelle la Coalition contre Carbone, qui est un espèce de regroupement où il y a plusieurs ONG et qui met énormément en avant la question du passe carbone et des quotas carbone individuels. Et Calam a été un des 6 membres européens de la création de la Charte de la Terre. Donc, qui est un texte parent du plan d'action de l'agenda 21, de l'agenda 30. D'accord. Voilà, donc ça, c'est des textes. Les mêmes personnes. Ouais. Thibaut Carlierza, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, c'est des textes typiquement Charte de la Terre qu'il faut lire pour pouvoir, à un moment donné, comprendre, voire même réécouter le discours d'Ursula von der Leyen. Ce discours, il a été prononcé quand, Thibaut? Vous avez une date, si vos auditeurs veulent l'écouter? Oui, c'était l'émission, c'était 2021, c'était l'édition, je crois 2021, au Forum de Davos. Mais j'ai le lien, donc je la mettrai sur Twitter sous votre annonce de l'émission. D'accord, très bien. En tout cas, merci. Voilà. Alors, on va continuer là-dessus parce que c'est très intéressant et vous êtes là, vous le dites, hein, c'est discret mais pas secret, mais on a quand même besoin de vos lumières, cher Thibaut Carlierza, pour mieux comprendre. Vous dites dans cette enquête, notamment, le passe carbone est la dernière offensive en date de l'agenda néo-malthusien, aujourd'hui nommé Agenda 2030 à l'ONU, au Great Reset et à Davos. Thibaut, quand faites-vous remonter, vous, cette offensive? Est-ce que ça a été progressif ou, selon vous, y a-t-il eu un basculement à un moment donné? C'est le nouveau nom de l'eugénisme, en fait. L'écologie, c'est le nouveau nom de l'eugénisme. Je pense que déjà dans la première partie du XXe siècle, c'était le cas. Il y a toujours une volonté de stériliser les gueux ou limiter la population des gueux. Alors après 45, c'était assez manifeste. Tout ça dérive de l'ONU. Hein. Donc tout ce qui découle de la création de l'ONU, ça va avec. Vous avez l'agenda eugéniste des années 45, 50, 55, 60. Vous avez ensuite plusieurs choses qui s'y sont agrégées, comme ce que Fabien Lauchet appelle le démo-ressourcisme, donc qui est ensuite un espèce d'autre nom du néo-malthusianisme. Le néo-malthusianisme, pour ceux qui connaissent pas, donc il y a Malthus qui a dit que la population, enfin la subsistance, les moyens de subsistance croissent proportionnellement avec la population. On reste globalement au seuil où on va pas mourir de faim, où on arrive à s'en sortir, mais bon, ça évoluera pas vraiment. Le néo-malthusianisme, c'est un espèce de nouveau paradigme du terme néo, c'est de dire, plus il y a de population, moins il y a à bouffer. Donc, il y a un problème, il y a trop de population. Voilà. Donc, vous avez eu plusieurs textes fondateurs. Vous avez eu en 68 ce qu'on appelle la tragédie des communs de quelqu'un qui s'appelle Garrett Hardin et qui disait, pareil, plus il y a de monde, plus c'était le message derrière, plus il y a de monde, moins on aura à bouffer. Donc, ça remonte les années 50, les années 60, les années... Et un autre changement qu'il y a eu, vous avez une revue qui s'appelle Eugenics Quarterly, donc le trimestriel de l'eugénisme. En 1969, la même revue est devenue la biologie sociale. Vous avez des changements de nom, mais derrière, vous avez toujours la même logique. Ah ouais. Oui, c'est finalement de beaucoup de sémantique. Il y a aussi une question sur laquelle j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous dites l'essentiel est de sidérer les masses et d'imposer un récit unique, un grand récit. Alors, dans quel but? Est-ce que ça marche? Déjà, d'une part, est-ce que vous pensez que ça marche de façon collective et massive? Et d'autre part, dans quel but, Thibaut Carlierza? Mais le but, c'est la limitation de la population, c'est le contrôle, et derrière, c'est faire un juteux business avec la financiarisation des services écosystémiques
la finance qui est derrière. Bah, ça marche plutôt bien. On a vu avec de grandes opérations Covid, les gens sont devenus complètement fous. Je sais pas, ils étaient prêts à dénoncer leurs voisins. S'ils l'ont fait, ils voulaient piquer leurs gosses. Et puis derrière, ils croient que l'épée des vaches vont faire ébouillir les océans et qu'il fera plus 10 degrés à horizon 2100. Donc ouais, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et puis les opérations de sidération sont très bien rodées. Tout ce qui concerne l'ingénierie sociale est très bien. Ils savent très bien, comme dit Lucien Cerise, ils savent très bien neuropirater, on va dire. Donc oui, ça marche très bien jusque-là. Et c'est intéressant. Donc pour vous, il y a un lien évident entre ce qu'on a vécu pendant le Covid sur la surface de la planète, bien entendu, dans la société surtout occidentale, et aujourd'hui cette espèce d'écologie complètement échevelée, de plus en plus totalitaire sous bien des aspects. Hein. Quand on parle du pass carbone, je pense on peut commencer à s'inquiéter de ça aussi. Hein. Oui, mais en fait tout est lié. Mais c'est là que le terme, j'en reparle, je radote un peu, mais pour moi c'est là qu'il faut distinguer le terme écologie et environnement. Oui. Écologie, ça va être la science de la maison. La maison, c'est la planète. La planète, tout est relié. C'est pour ça que vous arrivez à par exemple, dans la charte de la Terre, ils arrivent à lier les inégalités des femmes et le changement climatique, ou la démographie, enfin l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Ils arrivent à tout interrelier, si vous voulez. Donc tout est une même chose. Ouais. Et sur l'ingénierie, c'est intéressant, vous parlez aussi vous avez un peu parlé, mais l'ingénierie du consentement, parce que finalement, vous l'avez dit, que ce soit pendant le Covid ou sur d'autres thèmes comme l'écologie ou l'environnement, le climat, aujourd'hui, et la météo du climat, c'est quand même assez formidable, il faut quand même une certaine forme de consentement massif, parce que si vous avez une minorité de gens qui sont consentants, vous n'allez pas arriver à grand-chose, il faut quand même une majorité de gens qui soient suffisamment adeptes de ce genre de théorie. Non, mais la majorité des gens attendent avec impatience les JO 2024. Donc c'est un exemple, mais le fonctionnement reste le même. Vous avez une minorité de conscience, vous avez peut-être des gens qui sont de plus en plus conscients, mais c'est pas suffisant pour faire le basculement. Le grand récit marche. On vous montre des cartes où on vous dit qu'on va tous crever de chaud. En effet, ils arrivent à lier météo, le temps court et climat, le temps long. Ils arrivent à truquer des données, à truquer les périodes. Ils montrent que des températures qui auraient changé. L'effet de sidération marche. Ça marche par l'image, et l'image, ce que disait Volkov, c'est que en fait l'image passe pas la censure du raisonnement, ça va directement dans les circuits limbiques, c'est-à-dire le siège des émotions. Il n'y a pas de réflexion derrière. Donc vous êtes complètement sidéré. C'est comme à l'époque on voyait des ours polaires tout maigres qui tombent dans l'eau parce que la banquise fond. Ça marquait les esprits. Et c'est le pouvoir de l'image. Donc non, ça marche très très bien. Et puis la plupart des gens n'ont rien à cirer, quoi. Donc Et c'est intéressant parce que vous parlez aussi, une question dans votre analyse, de la courroie de transmission d'un gouvernement invisible selon la formule d'Édouard Bernays à Propaganda. D'ailleurs, on avait reçu ce sujet, notre ami dont j'ai oublié le nom, à savoir la société civile et les ONG. Ouais, les ONG, c'est le bras armé. Ouais. Les ONG, c'est le bien. Voilà, c'est le bien. Et c'est là où c'est très intéressant. C'est par exemple l'Union européenne, elle a un petit fonctionnement, on va dire, en mode bottom-up. Elle va pas imposer par-dessus, même si elle commence à parler de quota carbone individuel, puis une intervention du Club de Rome du mois dernier, c'est un Parlement européen. Mais le bottom-up, c'est-à-dire, en fait, ce sont les gens qui demandent. Donc, vous avez des ONG qui vont commencer à essayer de créer le consentement, à diffuser en disant, ONG, donc qui représente la société civile, donc qui représente les citoyens, donc c'est l'opinion générale. Donc, s'il y a beaucoup d'ONG qui demandent l'instauration d'un pass carbone, c'est que c'est légitime et ce sont des interlocuteurs privilégiés. D'accord. Ils se présentent comme des gentils. L'ONG, c'est le bras droit, en fait, de tous ces gens-là. Donc, ils sont censés attendrir la viande, si je puis dire, et participer à cette ingénierie du consentement pour dire, vous savez, ma bonne dame, c'est nécessaire pour sauver la planète, pensez un petit peu à vos enfants. Voilà quoi il sert. D'accord, donc les ONG finalement remplacent, si je vous écoute, le consentement populaire et surtout, plus important, la souveraineté populaire, c'est ça. Oui. Mais attention, quand on parle d'ONG, l'ONG c'est pas l'assaut de quartier. Hein. Par exemple, j'ai consacré 3 articles sur 8 au WWF. Ça, on appelle ça une ONG. Ils sont d'une puissance que vous pouvez même pas imaginer. Et eux, ils avaient promu durant l'élection présidentielle un pass climatique. Ils appelaient ça carrément un pass climatique et ils disaient non, mais ça va pas concerner les citoyens, c'est juste pour les décideurs politiques. Ça, c'est la feuille, ça c'est le petit papier. Mais quand vous lisez leur rapport de 50 pages, ça va concerner absolument tout le monde. Ça va concerner la mobilité, les transports, la vie du quotidien. Donc, c'est encore une fois, c'est pas caché, c'est discret, mais c'est. Ouais. Un petit Alors, fonctionnaire, quoi.
Ouais. Alors, il nous reste encore 2 minutes. Je voulais qu'on parle parce que j'avais pas vu passer une tribune. Vous indiquez qu'un collectif de citoyens entrepreneurs, alors on vous en dirait plus, mais a publié fin 2022 une tribune dans le JDD demandant d'intégrer l'empreinte carbone individuelle à notre déclaration d'impôt. Là, c'est un pas de plus. Ça en est où cette histoire-là, selon vous? Ils avaient dit. Bon, depuis que j'ai refait le dossier, je sais pas où ils en sont. Mais donc le même collectif avait fondé quelque chose qui s'appelle 40 millions de déclarations carbone pour que chaque foyer calcule sa propre empreinte carbone. Ils disaient oui, mais c'est incitatif, etc. Mais à la fin, ils disent bien qu'il faut passer à la contrainte. Ils disent, de mémoire, la citation, c'est susciter le débat afin d'aboutir à une mesure qui combine à la fois justice sociale et environnementale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils promeuvent par derrière une initiative qui s'appelle Nos Gestes Climat, donc qui propose de calculer l'empreinte individuelle de consommation. Nos Gestes Climat a été cofondé par l'ADEME, donc qui a créé le bilan carbone avec Jean-Marc Jancovici, c'était fou furieux, et l'association Bilan Carbone. Et pareil, je vous parlais des réseaux qui sont derrière, l'association Bilan Carbone, derrière, parmi les partenaires, vous retrouvez une ONG qui s'appelle Green Cross International. Et Green Cross a été fondée par Gorbatchev, qui est un des mecs à l'origine de la Charte de la Terre. Donc encore une fois, c'est les mêmes réseaux. Mais c'est-à-dire, c'est une toile d'araignée, vous avez le moyeu, et vous avez les spirales. Et cette espèce de coalition, ça fait partie des spirales. Mais quand vous remontez au moyeu et que vous voyez qui sont les instigateurs, quelle est la philosophie derrière, vous trouvez à peu près toujours les mêmes personnes. Oui, bon, c'est passionnant en tout cas. Moi, je vous invite à aller consulter le site d'Avocratie, dont vous êtes le cofondateur. Avec Gregor Van der Hecken, ouais. Gregor fait les cartographies qui sont disponibles en fin d'article. Vous cliquez, vous avez ce qu'on appelle le panagramme, qui est une espèce de cartographie dynamique des liens entre les personnes, entre les institutions dans les articles. Et moi, je rédige globalement. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir ça pour vous faire votre avis, même surtout si vous n'êtes pas d'accord, pour vous donner une idée là-dessus. C'était très intéressant, cette histoire de passe carbone. Merci Thibaut Kerlerzan d'être spécialiste en intelligence économique. Merci pour l'invitation. Avec plaisir, cofondateur du site d'Avocratie et consultant. Merci, passez une excellente journée Thibaut Kerlerzan.